Je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité et finalement invité à revenir à Alger, qui est une ville que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup fréquentée. Et c'est toujours un plaisir de revoir les amis avec qui on a travaillé. On m'a demandé de parler de la chirurgie cardiaque pédiatrique de la chaîne de l'espoir. La chaîne de l'espoir, c'est une organisation humanitaire non gouvernementale. Son but, c'est soigner les enfants pauvres, principalement par la chirurgie. On peut faire beaucoup de choses, mais nous, on a été chirurgiens. Ça a été fondé par Alain Deloche, qui est chirurgien cardiaque, et on a commencé avec ça. Maintenant, ça s'étend un peu, ça s'étend à d'autres pathologies, et ça s'étend également à des jeunes adultes par l'intermédiaire de l'obstétrique et de la gynécologie. Donc, notre but, c'est principalement la santé des enfants défavorisés que l'on peut traiter par la chirurgie, et aussi, puisqu'on ne peut pas faire l'abstraction, de l'éducation qui suit en général l'hospitalisation et la prise en charge, disons, globale de ces enfants démunis. Nous intervenons dans 28 pays, principalement en Afrique, en Asie et aussi dans les pays du Moyen-Orient. Je vais vous faire un bref historique pour que vous puissiez suivre notre démarche qui explique beaucoup de choses dans l'évolution de ces 20 ans. Au début, les enfants à opérer étaient sélectionnés, choisis, diagnostiqués dans leur pays d'origine, et comme nous avions beaucoup de contacts dans les pays de Moyen-Orient et d'Afrique, le recrutement était fait là. Grâce à des conventions avec les compagnies aériennes, on les faisait venir en France dans les hôpitaux qui étaient principalement des CHU, des villes de faculté, et pour diminuer les coûts, on utilise des familles d'accueil qui sont des citoyens normaux, des familles habituelles qui prennent les enfants en charge. Les hôpitaux, dans ces temps, sinon bénis, tout au moins privilégiés, nous faisaient des réductions sur les tarifs hospitaliers. Et une fois passée la brève convalescence, les enfants repartaient dans leur pays. Ceci a beaucoup d'avantages, c'est très beau sur le plan humain, ça a beaucoup d'inconvénients aussi. Le premier, c'est que ça coûte cher. La deuxième, c'est que l'enfant est coupé de sa famille. Et une des raisons qui nous a fait changer d'optique, c'est que pour le pays dont était issu l'enfant, ça n'avait aucun intérêt, ou presque. Donc, on a changé pour monter des équipes qui allaient opérer, et mais avec des équipes consistantes, c'est-à-dire des échographistes, des réanimateurs, des techniciens aussi, avec des missions de courte durée, ce que j'ai fait dans un nombre de pays assez important, et principalement en chirurgie cardiaque. Et l'enseignement a été fait au cours de ces missions. Gros avantage, on diminue les frais parce que dans une mission d'une semaine, on peut opérer 10 à 12 malades. Inconvénient, alors d'abord, ça ne revient pas trop cher, quand même. Inconvénient, la formation des équipes sur place est vraiment limitée puisque c'est le temps de notre mission. Et on s'est rendu compte assez souvent que entre les missions, que ce soit nous, d'autres organisations, d'autres pays, il n'y avait pas d'activité. Donc, ce n'était pas une solution pérenne, comme on dit. Mais ça nous a permis quand même d'opérer un bon nombre d'enfants et de penser à d'autres façons de faire. Donc la formation était locale à tous les niveaux, niveau infirmier, niveau médical pur, et puis
on détectait aussi un certain nombre de médecins voulant ou pouvant faire des stages en dehors de leur pays, chose qui a été plus ou moins abandonnée, enfin, plus que moins, d'abord parce que la politique des visas en France, ça a été extrêmement réduit pour finalement supprimer les visas, et en plus parce que quel que soit le pays où on a pu opérer, le premier souci des médecins qu'on formait, c'était surtout de ne pas retourner dans leur pays. Donc, système très charitable, mais pas complètement efficace, en tout cas pas global. Donc on en arrive à l'étape 3, on va dire, c'est construire des hôpitaux. Alors ça, c'est une autre affaire. Il faut une organisation solide, il faut des finances, il faut des médecins, mais ça permet quand même de balayer, si on peut dire, différents secteurs dans l'activité hospitalière, opératoire et médicale. On a construit des hôpitaux au Mozambique, au Cambodge, on a fait 2 d'ailleurs, un de neurochirurgie et puis un de chirurgie cardiaque. Aussi à Kaboul, pleine guerre, la guerre continue. Et puis en Afrique, on va en reparler tout à l'heure. Le Cambodge et le Mozambique, ça remonte à plus de 15 ans. Et là vient quelque chose qui est dans l'évolution naturelle de notre action, c'est il faut savoir s'en aller aussi, c'est-à-dire former les gens et un jour partir. Si on prend l'Institut français médical pour l'enfant en Afghanistan, c'est un hôpital qui a été fait il y a maintenant presque 10 ans. On est parti de pas grand-chose, mais avec une rapidité de construction et d'installation, et dans lequel tous les domaines de la médecine, enfin pas tous les domaines de la chirurgie, disons, sont représentés. Chirurgie cardiaque, neurochirurgie, chirurgie infantile, enfin tout ce que... Et récemment, ouverture d'une maternité pour les grossesses à risque principalement. Là, vous avez des chiffres de consultation, mais ça ne concerne pas que la chirurgie cardiaque, évidemment. Dans les interventions chirurgicales, il y a des choses très, très lourdes, comme la chirurgie des scolioses, du rachis, ou même de la chirurgie générale pédiatrique, qui est très pointue. Il y a 6 mois, un chirurgien local a séparé des jumeaux. Peut-être anecdotique, mais enfin, ça en dit long sur le niveau de compétence. Avec de l'imagerie médicale, de l'IRM. Cet hôpital est géré. Le management, c'est la fondation Aga Khan, et la partie médicale, c'est la chaîne de l'espoir. Donc, les malades payent pas ou peu, grâce à un système d'aide de la chaîne de l'espoir, ça nous coûte un argent fou, et aussi par le système Aga Khan qui paye une partie des frais. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une approche globale, ça veut dire que le niveau, il faut bien dire que le niveau des médecins dans les pays où on est, quand on les prend quasiment à la sortie des facultés, n'est pas très très bon, pas très haut. Donc il faut déjà commencer par reprendre les bases. Et après les bases, c'est la spécialisation. Et après la spécialisation, c'est la formation, on va dire, post-doctorale. Et là, on a fait un programme qui est il est en train de se faire actuellement en Afghanistan. C'est un c'est pas un mini, c'est un campus carrément, qui est organisé par nos soins avec l'Aga Khan, et ça touchera tous les domaines de la médecine. Là, c'est le pôle mère-enfant qui vient d'être
qui a été inauguré, qui a commencé à marcher fin de l'an dernier, début 2017. Et c'est le seul centre dans ce pays où où les soins périnataux, à la fois pour la mère et pour l'enfant, sont faits dans des conditions décentes, sachant quand même que pendant l'époque des talibans, les maternités ont été vidées et qu'actuellement, il y a une femme qui meurt à peu près toutes les 10 minutes des soins, enfin de l'absence de soins plutôt, autour de l'accouchement. Donc un vrai problème. Récemment a été construit le centre de cardiopédiatrie. On arrive à la cardiopédiatrie à Dakar, qui première pierre en 2015, les consultations et la chirurgie fonctionnent depuis 2017, janvier-février, je ne me souviens plus. Et c'est vrai que, à part l'Afrique du Sud et le Maghreb, il y a des centres de chirurgie aux deux extrémités de l'Afrique, mais au centre, c'est un désert, sauf par les missions des uns des autres qui vont travailler une semaine, un mois. Le plateau technique est excellent et la formation a été faite dans différents centres. Les centres dans lesquels on travaille, et ça on y tient beaucoup, c'est pas du bricolage. Ça n'a plus lieu d'être. Il faut trouver les fonds pour monter des blocs opératoires qui sont exactement les mêmes finalement, là où on travaille en dehors des frontières et là où j'ai travaillé à l'hôpital Broussais ou à l'hôpital Georges Pompidou. Aussi, en même temps que les grosses infrastructures, le consommable est aux normes standards. On va parler assez rapidement de chirurgie cardiopédiatrique. Dans les centres où l'on est, on opère, alors c'est un peu selon les anesthésistes, à partir de 5 kg jusqu'à un âge adulte. Il y a des impératifs dans le choix des indications opératoires. On en a déjà beaucoup parlé ce matin. Ces indications impératifs sont une seule opération pour une vie normale. C'est le but. On n'opère pas pour opérer, d'abord. On n'opère pas pour se faire la main. Ensuite, on opère pour que, une fois l'enfant sorti de l'hôpital, la meilleure chose qu'il puisse faire, c'est nous oublier. Et pour des problèmes de coût, pour des problèmes de management des réanimations, il faut que celle-ci soit courte. Donc on en arrive à un certain nombre de pathologies qui vont pas... C'est pas une liste comme ça. Bon, évidemment, les CIA, les CIV, les CAV partiels, les sténoses pulmonaires qui sont dilatées, les phallos, il faut choisir, et les valvulopathies, principalement mitrales, parce que partout où on est, il y a encore du rhumatisme articulaire aigu avec des insuffisances mitrales très fréquentes. Et aussi, on fait des shunts. C'est peut-être pas glorieux, mais quand un enfant arrive avec 80% d'hématocrite, bien souvent, on préfère faire un shunt et le réopérer ensuite d'une tétralogie de Fallot régulière ou irrégulière plus tard. Si bien que dans les boutades de mon ami Alain Deloche, quand on est chirurgien dans ce genre d'activité, si on sait opérer 5 maladies, ça suffit. Ça soigne la plus grande partie de la consultation et des patients. Le reste, on verra. Ça nous permet quand même d'avoir une mortalité opératoire qui est faible, de l'ordre de 3 à 5% selon les centres. Et ces résultats, ce n'est pas nous en tant que tels, puisqu'on a formé les gens. Quand on n'est pas sur place, j'y retourne de temps en temps pour régler un certain nombre de problèmes, c'est des équipes entièrement locales. Donc c'est tout à leur honneur et tout à leur fierté.
et c'est le but qu'on s'était fixé. Par contre, il faut avoir les idées claires sur les moyens. On a déjà insisté tout à l'heure sur les équipes spécialisées. L'échographie joue un rôle capital. Pré, diagnostic, pair, échographie transésophagienne, qui permet de tout voir, tout ce qu'on a laissé comme CIV résiduel, toutes les bons, et en post-opératoire pour les réanimations. Donc, on est un bon client de Philips ou des autres marques d'échographie. Évidemment, la chirurgie, l'anesthésie, la perfusion, ça doit être bien fait, spécialisé, mais surtout, et là c'est un très gros problème, c'est la réanimation. D'abord parce que la notion d'intensiviste n'est pas quelque chose de bien reconnu. C'est de mieux en mieux, mais pas complètement. Et d'intensiviste pédiatrique, c'est encore plus difficile, parce qu'on n'arrive pas à les débaucher. Je n'arrive pas à prendre dans les centres français des gens qui vont venir nous aider pour un certain temps, parce qu'il y en a tellement peu. Vous parliez tout à l'heure du manque. Adel Kayati disait il se plaint de ne pas avoir d'anesthésiste dans son hôpital. Bon, nous, on n'en est pas à ce stade, mais il manque un tiers des effectifs quand même. Ça aussi, ça compte. Et donc, les cadres ne veulent pas les laisser partir. Donc, il faut faire de la formation. Formation, formation, formation. La physiothérapie, ça paraît banal, mais le kiné, pour les enfants qui ne veulent pas tousser, c'est quand même un facteur de succès. On a équipé tous les centres où on est avec des angioscanners, plus que des angiographies, parce que les angioscanners, ça permet de voir la taille des artères pulmonaires dans les phallos. Et puis, il faut des hygiénistes et il faut aussi des ingénieurs biomédicaux et logistiques pour que ça marche, parce que la maintenance, si elle n'est pas faite, ben, on ne peut plus opérer. Une chose intéressante qui a été lancée par Éric Chesson, qui est président de la chaîne de l'Espoir, c'est que on va faire des consultations écho là où on est, au siège de la chaîne de l'Espoir, avec nos différents amis, en live. Alors, l'examen est fait au Cambodge, en Afghanistan, au Sénégal, au Mozambique, et un spécialiste vient une matinée par semaine, et il y a entre 5 et 15 malades par centre, et on peut poser des questions, affiner le diagnostic, modifier, parce qu'on a des caméras, modifier la position de la sonde. Ça sert d'enseignement, ça sert de diagnostic, enfin donc pour les diagnostics. On réfute un certain nombre de malades qu'on aurait dû opérer, ou tout au moins qui seraient présentés pour l'intervention, et on peut suivre aussi les malades opérés. Et c'est un bénéfice énorme. Ça, c'est pas très difficile à faire. Techniquement, c'est assez simple. Et l'idée, en fait, c'est qu'avec un smartphone, de l'écho, on va au smartphone, du smartphone, on va chez nous, et comme ça, ça peut être fait dans des endroits qui ne sont pas bien installés sur le plan technologique. Il faut des échos très simples, en fait, et on a beaucoup d'espoir à développer cette sorte de télémédecine en live. Et ce que nous proposent les échographistes cardiologues, c'est qu'ils vont faire ça chez eux. On en a parlé tout à l'heure, notre collègue espagnol nous en a parlé, mais si on a un contact avec un cardiologue, le cardiologue sur place avec ce gamin qui lui pose un problème, fait l'écho, téléphone à Paris, et chez lui, il pourra voir sur son smartphone l'écho et lui donner des conseils. Ça, c'est l'avenir. Pour ça, il faut du monde. Il faut du monde parce que les chirurgiens sont occupés, les cardiopédiatres sont occupés, les intensivistes prennent des gardes. Donc, on a élargi notre cercle de France en allant vers, en faisant la chaîne de l'espoir Europe, avec des Anglais, des Allemands, des Espagnols, des Portugais, des Belges, des Luxembourgeois aussi. Il n'y a pas de chirurgie cardiaque, c'est pour un autre domaine. Donc, voilà comme ils disent, ce network. C'est véritablement un réseau qui nous permet de faire le maximum
d'activité. Si j'avais qu'une chose à dire, ou plutôt une chose à vous faire retenir de mon topo, c'est la formation. C'est capital. S'il n'y a pas de formation, moi maintenant je refuse. Et c'est une politique de notre association. Faire des opérations pour faire des opérations, c'est très joli, mais ce n'est pas pérenne, ça ne laisse pas de traces. Formation, formation, formation. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long. On a appris donc différentes choses, nous, ce matin. On a appris que on est pragmatique, non? Il y a des endroits où on a des centres très bien développés ou qui se développent et qui vont sans doute croître dans les prochaines années. On a d'autres endroits où il faut la chaîne de l'espoir, il faut envoyer des gens, il faut faire la formation. La fin de tout ça, c'est quoi? Au final, on veut avoir des centres dans tous les pays qui sont autonomes, qui sont propres, qui vont faire la chirurgie, qui vont avoir l'expertise, ou on veut concentrer des centres. Comment? Please, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Allez-y. Il est évident que ce serait une erreur à mon sens, de multiplier les centres, parce que c'est des investissements qui sont quand même conséquents, financiers. Donc on ne peut pas multiplier des dépenses de façon inconsidérée. Et en plus, parce qu'il n'y aura pas assez de spécialistes pour les faire fonctionner. Par contre, c'est frappant de voir certains pays qui sont des déserts médicaux. Ce n'est pas des déserts financiers, ce n'est pas des déserts de population, c'est peut-être le fait d'avoir manqué de s'accrocher au progrès. Là, il y a des organisations qui peuvent aider ces pays et puis à monter ces centres. Mais il y a un certain nombre de prérequis. Alors, un des prérequis, on l'a dit, c'est qu'il faut former pour les rendre autonomes. Il y a une chose qui est beaucoup plus difficile, que j'ai appris avec l'expérience, mais c'est que aider les pays qui sont dans une phase de développement économique, ça permet de les laisser ensuite se débrouiller tout seuls. Je prends l'exemple du Vietnam. Monsieur Carpentier est là, mais oui, Monsieur Carpentier est là. Le Vietnam, quand Monsieur Carpentier, il va vous en parler demain, quand il a décidé de faire un centre de chirurgie cardiaque pédiatrique au Vietnam, il y avait quasiment rien. Le pays était pauvre. Il y avait des missions des villes de faculté, des gens avec beaucoup de bonne volonté, mais ce n'était pas très consistant. Et le pari, ça a été de monter ce centre avec toute la technologie et toute d'abord sa volonté de le faire, réunir les fonds, et puis ensuite ça a démarré. Et ils sont autonomes. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler, mais par exemple, développer un centre très technologique, parce que cette chirurgie cardiaque pédiatrique, on ne peut pas faire l'abstraction de la technologie, dans des endroits qui sont voués à ne pas continuer, ça c'est une erreur. La difficulté, c'est de pouvoir le prévoir. Là, si j'ai répondu à votre question, pour les organisations humanitaires, c'est un peu ça le pari. Est-ce que dans un programme comme ceci,
d'avoir des grands centres de référence, soit dans la propre area, disons Maghreb ou Afrique, c'est plus important que d'avoir des références ailleurs. Parfois, nous, Européens ou Américains, on pense qu'on a des grands centres là qui vont faire le tutelage. Peut-être c'est plus important de voir de grands centres ici qui font le tutelage en site. Mais et qui met ensemble des grands numéros pour avoir la possibilité de faire la formation, etc. J'ai pas bien compris votre question, mais les centres de référence, que ce soit pour la cardiologie pédiatrique, pour le cancer, ils appartiennent au pays de toute façon, ils font partie du pays. C'est leur fierté, c'est leur possibilité de se développer. C'est pas possible de faire que de la télémédecine. Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que c'est plus clair? C'était ça.